Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes dans les locaux de l'Offensive. Donc, je vais rapidement vous présenter ce que c'est. Après, de toute façon, on y reviendra pendant l'entretien. Il y a différentes choses qui seront abordées en lien avec ça. L'Offensive, c'est un collectif, une initiative en fait, politique qui propose un projet de société réellement démocratique. Donc, pour reprendre un peu du pouvoir localement. On s'organise en assemblée avec une personne égale une voix. Et en fait, on peut y adhérer en tant que particulier, mais aussi en tant que structure. Donc il y a des coopératives, des associations qui peuvent adhérer. Et le but, c'est un peu de reprendre le pouvoir, le pouvoir sur les moyens de communication, de production, etc. Aujourd'hui, à Lille, le groupe local, il y a environ 150 adhérents. Et vous pouvez voir, on a ouvert un local où on organise des conférences, des projections. Donc aujourd'hui, on reçoit Michael Correa, pour discuter de son livre Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète, aux éditions de la Découverte. Donc merci d'être présent aujourd'hui. Merci. Du coup, il va y avoir environ 45 minutes, une heure de questions-réponses. Et entre nous, du coup, des membres de l'Offensive, Antoine et moi. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions à Michael comme vous le souhaitez, comme vous en aurez envie. Voilà. Merci à toi d'être là, Michael. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours Ma vie, mon œuvre, c'est ça. Et pour faire vite, donc moi maintenant je suis journaliste climat à Mediapart, donc au sein du pôle écologique, il y a un tout petit pôle, là, on n'est que trois journalistes dans pour couvrir l'écologie, donc on a forcément des angles morts, mais moi je m'occupe spécifiquement de la question du climat, donc à Mediapart depuis 2 ans. Et donc moi, pour le parcours, pour la faire vite, donc moi je suis originaire d'ici, j'ai grandi en grande partie sur Roubaix. Et donc je viens d'un milieu, moi je viens d'une famille immigrée portugaise qui a fui notamment la dictature fasciste salazariste au Portugal. Et alors le lien avec l'écologie, il n'est pas forcément évident. Moi, je n'avais pas du tout de culture écologique, même si je pense que dans les classes ouvrières, en tout cas dans les milieux populaires, il y a des pratiques qui sont à même qu'on peut qualifier d'écologistes, mais c'est un autre débat. Moi, j'ai vraiment découvert cette question-là un peu par la bande en faisant ici à Lille, et après sur Rennes des études de biologie. Et c'est vraiment, moi je faisais plutôt de la botanique. Et au fait, donc je vous parle de ça fait déjà il y a 15-20 ans. C'est quand on a vraiment la tête sur le terrain. Enfin, moi à l'époque, en faisant de la botanique sur le terrain, donc il y a déjà 15-20 ans, on se rendait déjà compte des premiers effets des dérèglements climatiques. Ça se voyait sur les écosystèmes et on captait, on sentait déjà qu'il se passait quelque chose. Et c'était pas encore un enjeu politique. En tout cas, c'était pas le même enjeu qu'aujourd'hui. Et voilà, après, moi j'ai vite été militant dans différentes sphères. Écologiste. Je me suis pas mal investi entre autres sur des grandes luttes comme celle de Notre-Dame-des-Landes jusqu'en 2015-2016. Mais il y avait un petit malaise. Enfin, moi je sentais qu'il y avait un malaise social parce que je pense que, on peut le dire aujourd'hui, l'écologie c'est en quelque sorte aussi devenu un certain marqueur bourgeois, on va dire. Et en tout cas, il y avait un malaise social dans le sens où dans ces sphères militantes-là, en tout cas à l'époque, même si les choses sont en train d'évoluer, il y avait un truc de classe qui se jouait sur lequel je ne savais pas encore mettre les mots là-dessus, mais sur lequel j'étais mal à l'aise. Mais bref, je suis un peu parti de ça. J'ai écrit mon premier bouquin qui n'a rien à voir avec l'écologie, qui s'appelle Une histoire populaire du football, et c'était vraiment essayer de voir d'autres pratiques d'émancipation au sein des classes populaires. Et donc après, je voulais revenir à la question écologique, et c'est là que j'ai fait cette enquête-là, donc qui a duré 2 ans en me penchant sur les grands, ce que j'appelle donc les criminels climatiques, on y reviendra après, mais en tout cas sur les grandes entreprises, et essayer de montrer un autre discours, qui est un discours, on va dire, plutôt centré sur les pratiques individuelles, mais plutôt sur qui sont les vrais fossoyeurs du climat. C'était un peu ça Et pareil, pour terminer, moi je suis venu pareil au journalisme par la bande, hein. Moi donc j'ai pas du tout une formation de journaliste, j'ai pas fait d'école, moi ça a été vraiment plutôt une pratique militante. C'est vraiment pendant le mouvement CPE, notamment à Rennes, où je me suis rendu compte que la question des médias c'était une question politique à part entière. Et j'ai commencé à écrire notamment pour la presse, on va dire indé ou indépendante, hein, enfin beaucoup pour CQFD. C'est un peu là que j'ai appris la pratique du métier, quoi. Un peu sur le terrain, dans la rue, on va dire. Et au fur et à mesure, je me suis dit que bon, j'étais quand même vraiment journaliste, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis à Mediapart. Okay.
Bah, du coup, on va commencer à discuter du bouquin. Donc, le point de départ de son enquête, c'est une étude parue en 2017 qui a révélé que 100 entreprises étaient responsables de 71% des gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine depuis 1988. Donc, étonnamment, les 3 premières entreprises sur la liste sont inconnues du grand public. Qu'est-ce que tu peux nous présenter justement ces entreprises? Ouais. Bon, en fait, cette étude-là, donc c'est une étude qui est parue en juillet 2017 dans une revue scientifique, voilà, qui montrait donc, ouais, comme tu dis, qu'il y avait 100 multinationales qui depuis, enfin, qui rejetaient 71% des gaz à effet de serre depuis 1988. 88, c'est pas anodin comme date, c'est la date de création du GIEC. Les 25 premières multinationales, elles rejettent même 50%. Elles ont rejeté 50% des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère depuis. Et effectivement, en fait, ça fait un peu de bruit. Et moi, c'est vrai que ça m'a pas mal un peu chamboulé de me dire, ah merde, enfin, 71%, je trouve ça énorme. Et réflexe journalistique, j'ai regardé la liste et je me suis dit, bah, je vais découvrir des boîtes qu'on connaît tous, quoi, Total, Exxon, Shell, etc. Et pareil, je vois les 3 premières, je vois les 3, 4, 5 premières, et je me dis, putain, mais c'est des boîtes que je connais pas du tout. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bon point de départ, pour justement pour faire une enquête, de dire c'est qui ces boîtes-là et pourquoi on les connaît pas. Et ce qui était intéressant, c'est que les 3 premières boîtes, c'était un pétrolier, un charbonnier et un gazier. Du coup, ça représentait les trois énergies fossiles, hein. Je rappelle que la combustion des énergies fossiles, ça participe à, enfin, 90% des gaz à effet de serre sont dus à la combustion des énergies, enfin 88% des gaz à effet de serre mis dans l'atmosphère sont dus à la combustion des énergies fossiles, hein. C'est vraiment là que se niche le moteur de l'embrasement. Donc je me suis dit voilà, que c'était un bon point de départ pour, on va dire, remettre l'église au centre du village climatique et un peu casser aussi ce discours-là, donc on en reparlera après, hein, ce fameux discours qu'on entend depuis une trentaine d'années sur le fait que la question du réchauffement climatique, des dérèglements climatiques, ce serait une question de responsabilité individuelle et qu'on pourrait le régler à travers, encore une fois, une question de discipline individuelle. Et donc ça, c'est le point de départ scientifique, mais il y a un point de départ politique aussi, c'est ce que je raconte là avec ces histoires-là de discipline individuelle. Mais c'est que le même mois, il y a eu une étude aussi qui a fait encore plus de bruit à l'époque, qui était une étude où des gens s'étaient amusés à mesurer l'empreinte carbone d'un bébé. Et, ils avaient mesuré que c'était c'est ça, une 60 tonnes, 60 tonnes d'équivalent CO2 par an, un bébé, c'est 6 fois l'empreinte carbone d'un Français moyen. Et ça fait énormément de bruit de dire, waouh, en fait, ça a un impact énorme de faire un bébé. Il y a même des mouvements qui sont nés à partir de ça, notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle les GINKS, les Green Inclination No Kids. Et donc il y a une grosse attention là-dessus plutôt que sur les grandes multinationales qui émettaient du gaz à effet de serre. C'est une étude, on pourra en parler après, hein, qui a été complètement déconstruite après, hein, la question des gaz à effet de serre. C'est pas une question de démographie, c'est une question de mode de vie insoutenable, notamment dans les pays riches. Et voilà, alors du coup les 3 boîtes, pour commencer un peu à brosser les 3 boîtes sur lesquelles je me suis penché, la première, vraiment la plus méchante on va dire, c'est Saudi Aramco, qui est un énorme pétrolier saoudien. Eux ils émettent en moyenne chaque année 2 milliards de tonnes équivalent de CO2 par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4 fois et demi ce qu'émet la France chaque année. Ce qui est assez marrant avec cette entreprise-là, donc une boîte publique saoudienne, hein, c'est que à l'origine c'est une boîte américaine en fait. C'est Chevron qui est arrivé en Arabie Saoudite en 1933. C'est même l'armée américaine qui a aidé à construire leur première raffinerie. Mais c'est une boîte qui a été ensuite nationalisée par le régime saoudien en 1980. Alors nous on la connaît pas, les financiers la connaissent très bien, c'est une des boîtes les plus rentables au monde. J'ai pas vu les chiffres là ces 2 dernières années parce qu'avec la crise énergétique, les chiffres ont explosé. Mais en gros, en 2018-2019, elle faisait 110 milliards de bénéfices par an. C'est beaucoup plus. On a souvent en tête les GAFAM, quoi, Google ou Apple ou Microsoft. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ces géants du numérique. Son président, c'est Amin Nasser, j'en parle pas mal dans le bouquin, qui est quelqu'un d'extrêmement cynique. C'est quelqu'un qui dit par exemple que le pétrole, donc je cite, hein, le pétrole a un rôle majeur à jouer dans la réduction mondiale des gaz à effet de serre. Et c'est une boîte qui possède 10% des réserves mondiales de pétrole et qui peut encore brûler du pétrole pendant 70-80 ans, en gros rien qu'avec leurs réserves. La deuxième boîte, elle est totalement inconnue et qui est extrêmement opaque, c'est China Energy.
Ça, personne ne la connaît du tout. Donc c'est le premier constructeur de centrales à charbon dans le monde, donc sur toute l'Asie et notamment en Afrique. Il possède une cinquantaine de méga exploitations charbonnières dans le monde et à peu près 500 centrales à charbon. Et la troisième boîte, donc c'était juste avant la guerre en Ukraine que le bouquin sort. À l'époque, personne ne les connaissait, mais maintenant, je pense que vous avez entendu leur nom. C'est Gazprom, donc qui est le géant russe du gaz, qui est dirigé par Alexei Miller, qui est un proche de Poutine. Hein. Ils font vraiment partie du même clan qu'on appelle le clan des Pétersbourgeois. Et ça, pareil, c'est une entreprise publique. En fait, c'est la particularité, c'est que ces trois boîtes, c'est des boîtes publiques. En fait, Gazprom, c'est l'ancien ministère soviétique du gaz qui a été privatisé en 1989. Et je le raconte un peu dans le bouquin, c'est une entreprise qui a beaucoup bénéficié de la main-d'œuvre des travailleurs, enfin de la main-d'œuvre des prisonniers du goulag, hein, notamment pour faire tout leur champ gazier qui sont en exploitation aujourd'hui. Avant la guerre en Ukraine, c'était une entreprise qui fournissait 40% du gaz en Europe. Ils nous fournissaient en France 23% du gaz. 23% du gaz consommé en France provenait de Gazprom. Et pour terminer, donc ces trois boîtes-là qui sont trois boîtes publiques, en gros, si c'était un pays, ce serait le troisième pays le plus polluant au monde, juste après la Chine et les États-Unis. Rien que ces trois entreprises-là. Et pour qu'on puisse un peu visualiser concrètement de quelle façon se passe excusez-moi, l'extraction des énergies fossiles et qu'est-ce que représentent ces infrastructures, comment ça se passe, est-ce que tu peux nous décrire un peu en quoi ces pratiques sont polluantes et qu'est-ce que ça représente dans un espace donné, ces infrastructures de ces trois multinationales Ouais, en fait, bon, pareil, c'était un des angles de l'enquête, c'était de montrer la matérialité aussi de ça, en fait, de dire c'est quoi un pipeline, c'est quoi une raffinerie, c'est quoi un complexe pétrochimique, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, quand on se rend compte vraiment, quand on se penche un peu là-dessus, on se rend compte que c'est des infrastructures donc, qui prennent déjà énormément de place, hein, qui ont vraiment grignoté beaucoup de terrain, qui vont beaucoup s'installer notamment, on le voit en Asie et aussi sur le continent africain, qui vont beaucoup s'installer dans des réserves naturelles, dans des mangroves, etc. On voit aussi qu'il y a un impact assez gigantesque des raffineries, notamment, qui sont souvent situées en bord de mer, sur les coraux, sur les écosystèmes marins. Il y a toutes les conditions de travail qui sont aussi terribles, en fait, pour les travailleurs dans ces espaces-là. J'en parle un peu dans le livre de tous les nombreux accidents du travail qui sont souvent tués parce que c'est des gens qui sont sous-payés, notamment dans les pays du Sud. Et c'est une infrastructure vraiment, oui, qui prend de l'espace, hein, rien que les pipelines de Gazprom. Ça, c'est vraiment une des forces matérielles de Gazprom, c'est d'avoir des pipelines pour fournir du gaz un peu à travers le monde entier. En termes de tuyauterie, on pourrait faire 4 fois le tour de la planète, rien que pour représenter encore une fois une petite matérialité. Pour vous donner un exemple un peu d'actu et pour parler d'une autre boîte, parce que là on parle des trois boîtes, mais en France on a Total Energy, hein, qu'on connaît tous. Là par exemple, le plus grand projet pétrolier qui est en train de lancer aujourd'hui, les travaux ont commencé là il n'y a même pas 2 semaines, c'est un énorme projet pétrolier en Ouganda. Là ils veulent d'ici 2025 forer 400 puits de pétrole dans toute une grande zone des lacs africains, donc en Ouganda, hein, les fameux grands lacs d'Afrique de l'Est, qui sont des vrais réservoirs de biodiversité. Et pareil, il va y avoir tout un pipeline de plus de 1500 km de long jusqu'à la côte tanzanienne. Ce pipeline, par exemple, pareil en termes de matérialité, on va devoir déplacer, on estime environ 100 000 personnes pour faire passer ce pipeline-là. Pour vous donner un dernier chiffre sur la je vais vous inonder de chiffres, mais après on parlera de politique, ce sera intéressant. En tout cas, par exemple, un des grands projets de Total en ce moment, notamment au nord de la Russie, qui s'appelle Arctic LNG, hein, c'est un grand projet en zone arctique pour produire chaque année 27 fois la consommation de gaz en France, hein, de mémoire. C'est un territoire qui est grand comme le Vaucluse, c'est grand comme un département grand comme le Vaucluse, où ils vont extraire ce gaz-là. Et pareil, là ça se fait en zone arctique, qui est quand même un des derniers réservoirs de biodiversité. Un dernier exemple, et j'arrête avec Total, c'est pareil, il y a un projet de prospection offshore actuellement en Afrique du Sud, pour montrer aussi la dimension coloniale et raciste de ces projets-là. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, au fait, il y a eu toute une lutte des artisans, enfin des petits pêcheurs artisans, durant l'apartheid, dans le sens où le gouvernement, enfin l'état d'apartheid dans l'Afrique du Sud,
ne donnait les licences de pêche qu'aux grands industriels blancs. Et en fait, il y a eu toute une grande lutte de ces pêcheurs artisanaux pour se réapproprier leur droit de pêche. Et là, aujourd'hui, il y a toute une lutte actuellement en Afrique du Sud avec les forages au large de Total de ces gens-là pour dire, ben voilà, il y a une dimension coloniale dans le sens où ils viennent saboter nos écosystèmes ou on survit et on retourne un peu, on refait un pas en arrière dans cette question-là. Ce qui est intéressant, on pourra peut-être en parler après, c'est que en fait, tout ça, toutes ces infrastructures-là fossiles, donc qui sont quand même amenées à disparaître, en fait, ça nous donne des communs. C'est pas moi qui dis ça, c'est un chercheur que j'aime bien qui s'appelle Alexandre Monard. Lui, il parle de communs négatifs. Il y a vraiment un ensemble d'infrastructures comme ça pourries, des ruines qu'on va devoir se fader et sur lequel il faudra broder quelque chose, en tout cas se la rapproprier, en tout cas faire quelque chose de toute cette tuyauterie, de toute cette machinerie fossile, quoi. Ok, merci. Et du coup, tu as tenu à utiliser le terme criminel climatique. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi spécifiquement ce terme il était important d'utiliser? Ouais. Bon, c'était pas un terme, je l'ai pas mis, c'était pas un terme un peu comme ça, un peu sexy. J'ai vraiment réfléchi pendant un bout de temps à quel terme utiliser. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en fait, il y a une avalanche aujourd'hui d'études scientifiques qui montrent qu'on doit arrêter aujourd'hui l'extraction des énergies fossiles. Bon, il y a le célèbre rapport, il y a déjà le GIEC dans son dernier rapport qui nous dit, voilà, de toutes les infrastructures fossiles qui existent aujourd'hui et celles qui sont déjà planifiées, si elles fonctionnent, avec tout ce qu'on a déjà aujourd'hui, on sait déjà qu'on va dépasser les 1,5 degrés, voire les plus de degrés de réchauffement climatique. Depuis des années, il y a les Nations Unies qui nous disent que chaque année, d'ici 2030, pour encore une fois freiner le réchauffement climatique, on doit diminuer de 3% par an la production de gaz, 4% par an la production de pétrole et 11% en gros la production de charbon. Il y a aussi l'étude de l'Agence internationale de l'énergie qui est vraiment là, on a un repère écologiste, qui nous dit depuis mai 2020-2021 qu'il ne faut plus du tout, plus aucun nouveau investissement, plus aucun nouveau projet fossile pour rester, encore une fois, pour freiner le changement climatique. Et ça, on sait déjà, je rappelle, on est à 1,2, hein, on est déjà à plus 1,2 degré de réchauffement en moyenne. Et ça, on voit déjà aujourd'hui que, concrètement, on a déjà des morts, en fait. Il y a déjà des morts. En 2022, c'est encore un peu compliqué à calculer, notamment avec la question du Covid. L'OMS, là, il n'y a pas longtemps, indique que les canicules qu'on a eues cet été en Europe, ça a tué environ 15 000 personnes. Rien que les vagues de chaleur, c'est à peu près 15 000 morts en Europe. Je rappelle qu'il y a eu les inondations au Pakistan cet été, donc les scientifiques ont vraiment montré que c'était intensifié avec le réchauffement climatique. Encore une fois, il y a eu plus de 1500 morts au Pakistan et un tiers du pays sous l'eau. Il y a à peu près 30 millions de personnes qui doivent migrer chaque année dans le monde pour fuir les conditions du réchauffement. Et en sachant tout ça, au fait, on a aujourd'hui des entreprises qui, elles n'ont même pas un plan de transition en fait, énergétique. Elles n'ont même pas un plan pour stabiliser, c'est ni pour réduire, et elles n'ont même pas un plan pour stabiliser leur production, ce qui serait déjà terrible, au fait. C'est des entreprises qui, en moyenne, là je parle par exemple pour les 3 de l'enquête, qui en moyenne ont prévu d'augmenter leur production de pétrole, de gaz ou de charbon de 20% d'ici 2030. En total, encore une fois, ils veulent produire un tiers de gaz fossile en plus d'ici 2030. C'est vraiment criminel, sachant, c'est ça le pire, parce qu'en fait, c'est des gens qui savaient avant nous que leur activité était néfaste pour le climat. Total, on sait que c'est depuis 1971. Il y a eu des documents internes rédigés par des scientifiques qui leur disent il faut qu'on arrête parce que là on va droit dans le mur. Exxon, ça a été démontré il y a encore quelques semaines, c'est depuis 1977 qu'il y a des scientifiques qui les alertent. Exxon a même à un moment embauché des scientifiques avec un paquebot qui a été faire des relevés au pôle Nord. Et ils savaient, ils se sont même posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Aramco, comme c'était une boîte qui était américaine, le premier rapport américain qui est commandé par le gouvernement américain, il date de 1965, où ils disent clairement, on est déjà dans les mêmes fourchettes qu'aujourd'hui, de si on continue comme vous faites toujours de 1965, on sent entre 1 et 2 degrés de réchauffement en 2030. Donc ils le savent depuis avant nous, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension criminelle, j'ai envie de dire aujourd'hui, de continuer sciemment ces activités d'extractivisme fossile, quoi.
Et d'ailleurs, pour nommer un peu cette pratique, on parle de capitalisme fossile. Il y a aussi cette volonté de nous rendre dépendants aussi aux énergies fossiles. Dans le livre, tu décortiques des stratégies assez concrètes. Tu mets en avant les stratégies par ces 3 multinationales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour qu'on puisse mettre un peu en lumière par quel biais ces entreprises puissent continuer de sur les stratégies fossiles. Sur les stratégies, vraiment, ouais. Bon, il y en a plein du coup, mais il y en a une dizaine que je décris un peu dans le bouquin. Bon, la première effectivement, c'est tout le travail, on va dire d'influence de cette industrie fossile-là dans les appareils d'État en fait, pour qu'il y ait des politiques publiques qui leur soient favorables. C'est le début de l'intro du livre, hein, par exemple, pour donner encore une fois un exemple concret en France. Enfin, on pourra en parler d'ailleurs, parce que là je vous parle d'entreprises étrangères, mais c'est des entreprises qui sont éminemment implantées en France depuis extrêmement longtemps. Mais on l'a vu par exemple, moi je l'ai vu en direct parce que je couvrais ça pour Mediapart justement. Il y a eu la fameuse loi climat qu'a voté durant le premier quinquennat Macron, qui a été voté en 2021. En mars 2021, donc à l'Assemblée, il y a quand même eu 120 députés de tous horizons, c'est quand même pas mal, hein, c'est un cinquième de la représentation nationale, dont une quarantaine de députés La République En Marche, qui ont déposé un amendement, une modification du texte de la loi climat pour dire il faut qu'on oblige les industriels, les groupes industriels, à limiter leur gaz à effet de serre sous peine de sanctions financières. Ce qui est quand même le minimum syndical, on va dire, de leur dire voilà, vous dépassez pas. Parce que là, ils ont quand même carte blanche. Hein. Ils ont juste l'obligation de communiquer sur les gaz à effet de serre qu'ils émettent chaque année. Sachant que là, c'est encore une fois un des derniers rapports de Greenpeace. Ils ont démontré que Total mentait sur leur déclaration de gaz à effet de serre. Donc, ils ont déposé cet amendement-là et ça a été refusé par le président de l'Assemblée nationale. En fait, il y a eu une dizaine de modifications de texte par rapport à ça. Et le président de l'Assemblée nationale a dit ça n'a rien à voir avec la loi climat, donc on n'en parle pas. En fait, ça a été clairement censuré par l'Assemblée nationale. Moi, j'avais appelé le président de l'Assemblée nationale pour dire c'est quoi ce bordel, c'est une loi climat et on parle de limiter les industriels fossiles. Ils ont dit pas de commentaire, quoi. Donc ça a été clairement censuré. Il y a tout un travail aussi de nos dernières enquêtes à Mediapart qu'on a démontré comment, encore une fois, cette loi climat, elle avait été aussi, on l'a démontré, document à l'appui, détricotée par les hauts fonctionnaires de l'État sciemment. Et là, c'est une enquête que j'ai aussi sortie la semaine dernière, c'est que on a quand même un organe indépendant en France qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qui a été lancé par Macron en 2018, qui réunit les 12 meilleurs scientifiques français, 12 meilleurs, en tout cas 12 grands scientifiques français sur la question du climat, qui depuis 2019 vraiment étrier le gouvernement sur ses émissions de gaz à effet de serre pour dire que vous n'êtes pas du tout dans les clous. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Et donc ça c'est l'enquête que j'ai démontrée encore une fois avec des témoignages et documents à l'appui. Ils ont nommé un directeur exécutif qui est au fait un proche de la Macronie, qui est un ancien de Général Electric, et qui est venu au fait pour censurer les partis les plus critiques du gouvernement, à l'encontre du gouvernement, à l'égard du gouvernement, sur le fait qu'ils ne sont pas dans les clous climatiques. C'est-à-dire qu'on a quand même un État là qui sabote sciemment à la fois des lois et à la fois des organismes indépendants qui sont censés contrôler les politiques climatiques du gouvernement. Et un dernier exemple sur comment les États favorisent ça. Pour faire un exemple avec le bouquin, il y a Gazprom, comme je vous disais, qui depuis 1975 fournissait quasiment un quart du gaz français. Pareil, hein, ça c'est vraiment l'État français qui est venu voir Gazprom et qui a signé un contrat qui a été renouvelé, qui doit être renouvelé même peut-être jusqu'en 2030 pour importer du gaz en Europe. Là, c'est les gens de Gazprom qui m'ont raconté ça, c'est que en 2005, l'Union européenne a imposé la libéralisation du marché du gaz, et donc ils ont été chercher Gazprom, l'État français a supplié Gazprom de dire franchement, venez vous installer en France, sinon nous on doit payer des amendes à l'Union européenne si on libéralise pas le marché. Ce qui fait qu'il y a quand même eu le ministère de la Défense, le Conseil de l'Europe à Strasbourg, Nantes Métropole, des entreprises comme le géant de l'immobilier foncier qui ont tous eu des contrats avec Gazprom, avec ce géant climaticide-là. Ça, c'est juste un exemple de stratégie. Il y a toute la question de la recherche aussi qui est extrêmement importante. C'est des gens qui vont vraiment beaucoup mettre d'argent, des capitaux assez énormes dans la recherche. C'est pour vous faire un peu un lien avec justement comment ces gens sont créés en France. Il faut savoir qu'Aramco, donc le géant pétrolier saoudien,
possède un laboratoire extrêmement confidentiel, extrêmement secret, à Rueil-Malmaison, qui est vraiment, c'est une ville qui est derrière la Défense, donc à une dizaine de kilomètres de Paris, où ils travaillent secrètement pour améliorer les moteurs diesel, quoi, les moteurs à essence. Et ils font ça avec un institut français, un vieil institut français qui s'appelle l'Institut français du pétrole. Enfin, maintenant, ça s'appelle l'Institut français du pétrole énergie renouvelable, parce qu'il faut bien se draper de vert. Donc ils travaillent là-dessus à améliorer les moteurs à essence pour en gros qu'on continue à consommer de l'essence. Donc en gros on a quand même un géant climaticide saoudien qui est le premier criminel climatique mondial qui s'installe à 10 km de Paris, qui est quand même une des villes d'Europe où on meurt le plus de la pollution automobile, quoi. Alors, avec l'État français pour perpétuer, on va dire, cette ère du carbone. Mais donc effectivement, donc, ils ont cette force de frappe scientifique. L'Aramco, ils ont 12 centres de recherche répartis dans le monde. Hein. Ils sont à Pékin, à Moscou, à Boston. Ils ont 1300, 1400 scientifiques qui en gros travaillent 24 heures sur 24 pour continuer à perpétuer la consommation de pétrole. Depuis 2 ans, ils ont un supercalculateur qui s'appelle le DAMAM7. C'est une espèce de bijou d'intelligence artificielle. C'est un des 10 ordinateurs les plus puissants du monde. Et ils le font travailler pour modéliser des opérations d'exploration pétrolière pour toujours plus optimiser la recherche de pétrole, quoi. Donc il y a un gros effort scientifique mis là-dessus. Et dernier exemple, peut-être que je parle trop, mais après vous me rappelez. Enfin, bon, j'ai encore un autre exemple après. Il y a tout un travail, on va dire, de social washing, ou en tout cas on va dire, d'essayer de se redorer le blason auprès de l'opinion publique. J'en parle beaucoup, c'est notamment Gazprom, que moi je connaissais à travers le milieu du football, en fait. Gazprom est extrêmement implanté dans le foot. Il utilise en tout cas le football pour améliorer son image. C'est un groupe qui détient le FC Zénith, donc qui est le grand club de Saint-Pétersbourg, qui est un des clubs les plus populaires d'Europe. Ça a été pendant un temps le sponsor maillot du Schalke, qui est un grand club populaire allemand. Donc les joueurs avaient le logo Gazprom. Là, ils l'ont retiré à la faveur de la guerre en Ukraine. Mais c'est pas anodin qu'ils ont été là, c'est parce que cette zone-là d'Allemagne où est basé ce club-là, c'est là où sont stockées les grandes réserves gazières européennes. Donc c'est pas anodin. Depuis 2012, Gazprom, c'est aussi le sponsor officiel de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je rappelle, c'est 400 millions de téléspectateurs dans plus de 100 pays. Ils viennent de re-signer là pour deux nouveaux euros par ailleurs. Et c'était aussi un des sponsors officiels de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Voilà. Durant la finale, durant la mi-temps de la finale, il y a eu tout un long spot publicitaire à la gloire de Gazprom. C'est quand même visionné par plus d'1 milliard de personnes en fait, un spot comme ça. Donc le but c'est vraiment de se donner une image de respectabilité à travers ça, quoi. Ils utilisent aussi l'art, il y a tout un chapitre aussi où ils utilisent vraiment l'art, notamment ils ont beaucoup on va dire de pratiques de mécénat culturel avec le Louvre, avec des musées à Saint-Pétersbourg, avec Versailles aussi, ils ont financé pas mal d'expositions, quoi. Ouais, après, tu parles aussi beaucoup de greenwashing, oui. Parce qu'il y a, ouais. À travers la construction de parcs éoliens, tout ça, je sais pas si tu veux aussi revenir. Sur le greenwashing, ça vous allez en entendre énormément parler, enfin ça va venir, on commence de plus en plus à en parler, c'est la fameuse compensation de carbone. En fait, c'est des gens qui vous disent, avec leur logique financière, voilà, nous on émet autant de CO2 par an, et au fait on va planter des arbres, la compensation de carbone c'est ça, on va planter des arbres, et on va estimer le carbone que ces arbres vont absorber, et ensuite on va les retirer de notre bilan carbone annuel, et comme ça on arrive à peu près à zéro. Donc Aramco se gosse énormément de ça. Ils ont dit qu'ils ont planté là ces dernières années plus de 5 millions d'arbres en Arabie Saoudite. Aramco communique beaucoup dessus en disant oui, eux ils appellent ça les guerriers, c'est nos guerriers climatiques. Sauf que quand on fait les calculs, au fait, je suis botaniste donc j'ai pu faire les calculs. En fait, eux ils plantent des palétuviers. Un palétuvier, en gros, il faut 60 ans pour que ça pousse et que ça absorbe au maximum son CO2. Donc la crise climatique, voilà, on est en plein dedans, on est en plein dans la crise climatique, c'est pas d'ici 60 ans que ça va résoudre. Et là, rien que les 5 millions d'arbres,
s'ils arrivent tous à maturité, s'ils arrivent au bout de 60 ans à capturer beaucoup de carbone, en faisant le calcul, ils vont pouvoir absorber 0,08% de ce qu'émet Aramco en une seule année. Donc pour dire à quel point c'est une vaste, ces histoires de compensation carbone, c'est une vaste fumisterie. Pour faire un refocus Total Energy, parce que c'est mon obsession, mais je l'assume, Total Energy concentre tout ça, en fait, toutes les pratiques que je vous ai dit. En termes de, on va dire, de lien avec l'État, je rappelle que Total Energy n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en 2019 ou en 2020. Ils bénéficient aussi d'aides publiques gigantesques. Là, pas loin d'ici, dans le Pas-de-Calais, ils viennent d'avoir 800 000 euros d'aide pour construire une gigafactory de batteries à Douvrin. Ils font aussi énormément de mécénat culturel, notamment près du Louvre. Ça a été notamment pas mal pointé du doigt par Greenpeace. Il y a une grande intrusion dans le milieu de la recherche et de l'éducation. Il y a eu des grandes luttes sur les campus de Sciences Po et de Polytechnique pour virer ces gens-là de Total Energy. C'est des gens qui investissent aussi dans le sport. C'est quand même des gens qui ont Total Energy a une équipe de professionnels de vélo. C'est des gens qui sponsorisent aussi chaque année la Coupe d'Afrique des Nations. Il suffit de voir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a Total Energy partout. Et sur la compensation de carbone, ça pareil, c'est une enquête que j'ai sortie il y a un mois, parce que j'avais réussi à avoir des documents internes au gouvernement congolais. C'est des gens qui viennent quand même de mettre la main sur 40 000 hectares en République du Congo. C'est quand même énorme, c'est 4 fois la taille de Paris. Ils se sont accaparés cette zone-là pour planter 4 millions d'acacias. Pour ce projet-là, donc ils ont quand même déplacé environ 500 personnes. En termes de compensation financière, ils ont reçu 1 euro par hectare. C'est-à-dire que c'est des gens, pour expulser des gens, ils font même pas bien, enfin, ils ont l'argent pour éjecter les gens et bien les compenser. Ils le font même pas, ils ont donné 1 hectare pour chaque famille, ça leur a coûté 70 000 balles, cette opération pour virer 500 personnes sur leur terre ancestrale en plus, sur lequel ils cultivaient pour vivre. Et pareil, quand on fait les calculs, en gros, ce projet-là, d'ici 40 ans, c'est tout ça pourquoi ? Pour absorber en gros en moyenne, ce sera 2% de ce qu'émet Total en une seule année. Donc encore une fois, c'est une vaste, ça c'est qu'une vaste fumisterie, c'est du vaste greenwashing. Et du coup, en parallèle de ces méthodes de greenwashing déployées par ces multinationales, on voit aussi qu'il y a clairement une complaisance avec le gouvernement, par exemple les campagnes de sobriété énergétique qui nous imposent un peu cette responsabilité individuelle sur la crise climatique en cours, avec des slogans comme je baisse, j'éteins, je décale, qui servent complètement à décentrer les responsables. T'en parles aussi dans ton livre avec le slogan All Colibri are bastards. C'est moi qui l'ai inventé. Est-ce que tu peux en dire plus aussi des chiffres C'est un peu de la provoque, mais c'était pour provoquer un peu. Mais oui, c'est la question d'essayer de renverser ça, en tout cas, pas de le déconstruire, mais en tout cas de poser cette question-là. Mais effectivement, ce que je vous disais un peu au début, il y a cette histoire-là du discours qui a abondé depuis une trentaine d'années sur le fait que, voilà, comme c'est ce que je disais, on va se sauver, enfin, il faut se changer soi pour changer le climat. Et que c'est par la discipline individuelle qu'on y parviendra, avec un peu ce narratif du fait que, on va dire, le réchauffement, ce serait la conséquence, ce serait la somme de nos responsabilités individuelles. Bon, le problème, c'est que ce discours-là, en fait, il masque les disparités climatiques gigantesques, en fait, entre les gens. Je rappelle qu'il y a la soixantaine, les 63 milliardaires français, ont un impact carbone similaire à toute la moitié de la population française. Donc il y a 1% des plus riches en France qui a un impact carbone 8 fois plus important que les 10% les plus... donc que la moitié la plus pauvre en France. Ouais, c'est ça, 1% des plus riches ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français. Donc ça efface ces disparités climatiques et ça efface justement ces histoires de conflictualité sociale. Et effectivement, donc c'est toute l'arnaque du discours gouvernemental sur la sobriété, il est là, le coup de baisser le chauffage à 19 degrés. Il y a quand même 12 millions de précaires énergétiques en France. Pour ces 12 millions de précaires énergétiques, se chauffer à 19 degrés, ça veut dire augmenter le chauffage à 19 degrés au fait. Donc il y a toute une illusion par rapport à ça. Et en tout cas sur ces histoires-là de l'écologie du colibri, qui au fait in fine est plutôt une écologie sans ennemis, qui est pas là,
enfin l'histoire du colibri, c'est quand même l'histoire de l'incendie de forêt, et les animaux font chacun leur part, et tout le monde est fasciné par le colibri qui fait sa micro-part, mais on ne sait pas qui c'est qui a allumé ce putain d'incendie, au fait, ça ne pointe pas les responsabilités de cet incendie-là, et donc là le bouquin c'est justement pour montrer qui sont les incendiaires. Mais en tout cas sur cette histoire d'éco-gestes, donc c'est une question, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de monde pour les luttes écologiques, mais il y a un cabinet qui a calculé, le fameux cabinet Conseil Carbone 4, qui a calculé que si tout le monde faisait les éco-gestes les plus héroïques selon leurs propres termes, c'est-à-dire ne plus jamais prendre l'avion, ne plus jamais prendre la voiture, être végétalien, etc. Si tous les Français se mettaient à ça, on parviendrait à réduire de 25% notre empreinte carbone générale, française. Donc c'est pas mal, mais on sent que ça suffit pas en fait. Ça reste quand même ridicule. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en termes de pratique de consommation, mais ça montre qu'il y a un hiatus là. Un hiatus qui est là. Pour moi, le hiatus, au fait, c'est vraiment que ce discours-là du colibri, en fait, il s'inscrit vraiment dans la logique néolibérale d'aujourd'hui, qui est portée notamment par la politique de Macron. C'est-à-dire que ce discours-là, la responsabilité individuelle, en fait, on le retrouve sur d'autres discours. On le retrouve sur la question du sexisme ou du racisme. Par exemple, on va nous dire, non, c'est des comportements individuels, c'est quelques individus qui sont mauvais et qu'il faut rééduquer. Et on va justement effacer toute la question de la construction sociale et historique du racisme et du sexisme. On a le même discours sur les violences policières. On va nous dire, c'est quelques flics, quelques moutons noirs dans l'institution, et on va pas. Ça sert surtout à masquer le fait que les violences policières, elles sont systémiques à l'institution policière. Et en fait, pour la crise climatique, c'est la même chose. Au fait, ça permet avant tout d'invisibiliser, on va dire, la structure sociale de la crise climatique et de masquer les moteurs de l'embrasement du climat, et surtout de détourner notre attention politique des vrais fossoyeurs du climat. C'est ce que je dis à chaque fois. Là, on a encore eu, cette semaine, là, dans les jours qui viennent, on va avoir tous les bénéfices qui vont être annoncés par les grandes majors du pétrole. Voilà, là, il y a Shell qui a annoncé avant-hier 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, on est en 2023, en pleine crise climatique, une boîte comme ça, qui annonce son ton de profit. Total Energy, c'était 14 milliards de dollars, c'était un record français en 2021. Là, ils vont annoncer leurs résultats mercredi. Ça en dit long, le fait que les entreprises actuellement dans le monde qui font le plus de profits, c'est les entreprises fossiles. Ça nous dit vraiment à quel point il y a eu un travail de détournement politique de notre attention par rapport à cette question-là climatique. Oui, mais justement, on voit que ces méthodes, donc, elles ont un mauvais bilan, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, on constate clairement les effets du changement climatique, notamment cet été avec les canicules, les méga-feux, les nappes phréatiques à sec, etc. Et du coup, dans ton livre, tu conclus pas en fait sur les solutions pour comment on fait maintenant avec l'énergie, mais Pas de solution. oui, de toute façon, c'est une question trop vaste et complexe. Mais tu parles plutôt comment la question des énergies fossiles, elle s'inscrit dans les différentes luttes. Donc nous, ça nous intéresse particulièrement ici. Et du coup, vous voulez revenir sur ça, comment il y a des ponts, comment les ponts peuvent se faire entre la lutte pour le climat et les luttes, par exemple, en ce moment, par rapport à la réforme des retraites, etc. Donc, revenir sur les différents exemples que tu peux décrire dans ton livre sur ces convergences de lutte. Ouais. C'est vrai que là, du coup, je vous balance plein de chiffres, et du coup, c'est un peu assommant, et on se dit, c'est quoi le rapport de force qu'on peut établir face à ce capitalisme fossile-là, mais je pense qu'il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a un premier truc, il y a un truc frontal déjà, je pense, un minimum à créer, et on le voit aujourd'hui en termes, il y a pas mal de convergences en termes sur différentes pratiques. Je pense notamment, il y a un front judiciaire qui est ouvert quand même depuis quelques temps. Il y a les méga procès en ce moment d'Exxon. Là, il y a Total Energy depuis peu qui commence vraiment à être enferré sur des questions judiciaires qui bon, alors, c'est intéressant. Il y a eu Shell notamment. Là, on leur a imposé, grâce à une espèce de vaste mobilisation assez populaire aux Pays-Bas, qui a mené à ce que le tribunal leur impose à diviser par 2 leur gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais bon, ça reste un front juridique, et ça reste assez long vis-à-vis de l'urgence climatique dans laquelle on est.
Il y a tout un front législatif sûrement à mettre en place, mais comme je vous ai démontré, quand on a un gouvernement comme celui de Macron, c'est encore extrêmement compliqué. Il y a un front de lutte aussi physique à avoir. On l'a vu il y a quelques semaines à Luzrat en Allemagne, où il y a tout un mouvement qui s'est mobilisé pour bloquer les méga-mines de charbon. Mais effectivement, ça reste pas grand-chose. Et en fait, je pense qu'il faut se dire... en fait, le climat, pareil, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup insufflé, inculqué. C'est pas une extériorité physique, en fait. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Je sais pas si vous avez vu l'an dernier, c'était à Noël dernier, le fameux documentaire sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up avec DiCaprio, où il y avait vraiment, c'était une allégorie de la crise climatique avec une astéroïde qui menaçait qui menace la planète, et tous les scientifiques alertaient et personne ne faisait rien. Donc c'est pas une extériorité physique, hein. Le climat c'est vraiment quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment ancré en nous en fait. C'est vraiment la structure sociale, notre organisation sociale qui crée cette crise climatique là. Et pour moi justement c'est plutôt en renversant cette structure sociale là qu'on peut parvenir à renverser, ou en tout cas à freiner cette crise climatique là. Donc en gros, il y a une des premières choses que je dis, effectivement, c'est que la lutte pour le climat, c'est avant tout une lutte sociale. Comme je vous disais, il y a des disparités gigantesques entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a les gilets jaunes, ça a été un signal de ça. Je rappelle que la taxe carbone que voulait imposer Macron, elle pesait 5 fois plus sur le budget des 10% les plus pauvres que sur le budget des 10% les plus riches. Il y avait une égalité sociale assez incroyable là-dedans. Et ce qu'on oublie souvent, et ça je le vois en parlant avec des ouvriers, des ouvriers raffineurs, on oublie souvent que ces ouvriers-là, en fait, sont en première ligne au fait de ce travail dégueulasse-là. Les études qu'on fait, en tout cas les sondages, ou quand on questionne les ouvriers de l'industrie fossile, on estime en gros qu'il y a 40 à 50% des ouvriers qui veulent partir, parce qu'ils savent qu'ils font de la merde, en fait, qu'ils en ont marre de respirer ça. Et encore récemment, il y avait un syndicaliste CGT d'une raffinerie de Total qui me disait en fait nous on vit aussi à côté de ces infrastructures fossiles. Et moi quand j'ai baladé mes gamins en forêt ou qu'on va pêcher sur le bord de Seine, on voit que c'est dégueulasse et qu'on est les premiers impactés là-dessus. Et ça je pense que le mouvement climat, ou en tout cas certaines luttes écologistes, n'ont pas encore assez intégré la question du travailleur qui doit être aussi centrale. En tout cas il y a des alliances à faire là-dessus. C'est ce qui s'est fait à Grandpuits, la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne, où effectivement, à la faveur d'un grand projet de greenwashing, où ils voulaient retransformer cette raffinerie en bioraffinerie pour faire du bioplastique. C'est en fait un plan social déguisé, hein. Il y avait 100 personnes sur 500, je crois, qui allaient être virées. Ils ont fait grève, ils se sont un peu réapproprié leur outil de production pendant quelques temps. Et depuis, donc ça c'était en 2021, et ça c'est un travail qui continue toujours, ils sont en train de travailler avec, je crois notamment les Amis de la Terre et d'autres ingénieurs, à comment reconvertir la raffinerie, comment on peut se réapproprier, notamment avec des pratiques autogestionnaires, mais en tout cas ils dessinent cet horizon-là de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Les réflexions qu'ils ont, par exemple, comme c'est une raffinerie en milieu rural et qu'il y a énormément de problèmes de rénovation énergétique, en tout cas en tout cas il y a comme beaucoup de passoires thermiques en zone rurale, ils réfléchissent à comment transformer la raffinerie pour faire des isolants pour isoler les maisons localement, quoi. Et je pense que c'est un des gros points de lutte aussi, pour faire un peu un lien avec la réforme des retraites, c'est la fameuse semaine des 4 jours, les fameux 32 heures qui est une vieille revendication ouvrière, en tout cas aussi des syndicats. On se rend compte qu'au fait, on peut travailler moins pour vivre mieux, mais aussi polluer moins. On s'est rendu compte, par exemple, au Royaume-Uni, où c'est en train d'être testé, les calculs font qu'ils estiment que, c'est un peu pareil en France, qu'en gros, une journée en moins de travail, c'est comme si, en termes de pollution, on enlevait tout le parc automobile privé du Royaume-Uni, quoi. En France, c'est un peu la même chose, donc c'est assez... la semaine de 4 jours, c'est à la fois bénéfique pour les travailleurs, et c'est à la fois bénéfique pour le climat. Ça c'est pour le truc social. C'est une lutte aussi, pour moi je trouve foncièrement anticolonialiste et antiraciste. On n'a pas les chiffres en France parce qu'on n'a pas de statistiques pour ça, mais en tout cas aux États-Unis, on estime que les Africains américains, ils ont 1,5 fois plus de chances d'être exposés aux pollutions de l'industrie fossile que les Blancs. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi par le mouvement Black Lives Matter qui montre qu'en tout cas, et là je cite leur terme, avec les communautés à faible revenu,
et que les femmes noires étaient affectées de manière disproportionnée aux risques sanitaires liés au climat. Et après, quand je vous parlais effectivement des projets de Total en Ouganda, il suffit de retourner le stigmate, il suffit de retourner la situation, et pour montrer à quel point il faut quand même avoir un imaginaire raciste pour faire ce genre de projet-là. Enfin, imaginez qu'il y ait une boîte ougandaise qui débarque dans les Alpes, qui va forer 400 puits de pétrole et qui va faire un pipeline qui rejoint l'île à Madrid, quoi. Enfin, ce serait totalement imaginable. Donc il faut avoir foncièrement quelque chose de... En tout cas, il y a une dimension raciale là-dedans pour se dire on peut s'autoriser à faire ça dans les pays du Sud. Et il y a tout un tas de livres, j'en cite un ou deux dans le bouquin, pour dire qu'en tout cas les phénomènes de... Enfin, il y a tout un discours de supériorité techno-raciale, en tout cas de racialisation, qui a toujours légitimé l'extractivisme fossile dans les pays du Sud. Et c'est pas pour rien que Total Energy est le premier développeur de projets pétroliers et gaziers en Afrique. Et je continue encore 2 exemples, et après, promis, j'arrête, et on parle. Donc il y a une dimension antifasciste aussi, ça je pense qu'on l'a vu, les signaux ils sont nombreux. On l'a vu Marine Le Pen pendant le second tour de la présidentielle, qui a dit que si elle venait au pouvoir, elle démantèlerait toutes les éoliennes. Il y a Zemmour hein, qui s'affiche clairement comme un climato-sceptique. On a vu des gens comme Trump, hein, un des premiers gestes qu'il a fait en arrivant à la Maison Blanche. C'était quelques mois après, il s'est retiré des accords de Paris sur le climat. Bolsonaro aussi, on a vu sa politique a été néfaste pour la déforestation et aussi pour le climat. Même les scientifiques le disent, ça veut dire que dans le dernier rapport du GIEC, ils se sont amusés, les chercheurs ont modélisé différents modèles de société pour voir où ça nous menait en termes de réchauffement climatique. Et un des 4 modèles qui est intéressant, qui est au fait le modèle dans lequel on est actuellement, il y a un modèle qui est intitulé Montée des nationalismes et des conflits territoriaux. Donc on est en plein dedans. Quand ils modélisent, on arrive à un réchauffement climatique de plus 3,5 degrés d'ici 2100, ce qui est vraiment un enfer sur Terre en fait. C'est vraiment un enfer sur Terre ce truc-là. Et après, de toute façon, pareil, ça c'est pas moi qui le dis, mais dans toute l'histoire des fascismes, notamment du fascisme italien, du nazisme hitlérien, pardon, il y a vraiment eu toute une apologie de l'industrie automobile ou de l'industrie du pétrole et du charbon dans les discours de propagande de ces régimes-là. Et je termine par la dernière dimension qui est le fait que la lutte climatique est aussi un carrefour pour les luttes féministes. C'est qu'aujourd'hui on estime que, ça paraît, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU, que quand il y a une catastrophe, un événement climatique extrême, une femme, en tout cas les femmes ont 14 fois plus ont un risque de décès 14 fois plus élevé que les hommes. C'est aussi elles qui vont être beaucoup plus vulnérables dans ces situations de catastrophe aux violences sexuelles et sexistes. En termes d'empreinte carbone aussi, sans vouloir encore trop individualiser, mais en termes d'empreinte carbone, on estime que les hommes ont en moyenne une empreinte carbone de 15 à 16% plus importante que les femmes. Ça, c'est vraiment un truc culturel. On va dire c'est plutôt la socialisation des hommes autour de, on va dire, l'alimentation plus carnée, une plus grande consommation d'alcool, on va dire tout le truc culturel autour des grosses voitures, etc., qui font qu'en gros les hommes ont un impact carbone beaucoup plus important que les femmes. Pareil aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 40% des personnes sans abri qui s'identifient comme LGBT. C'est-à-dire que ces personnes-là, aux États-Unis, quand il y a un ouragan, quand il y a une tornade, quand il y a une montée des eaux, etc., c'est les premières personnes qui sont en ligne, en première ligne face à ces événements climatiques extrêmes. Et je m'arrête là. En tout cas, le but, voilà, c'est de montrer comment, en fait, le climat, pour moi, ça peut être ça peut être un carrefour d'énormément de luttes, ou en tout cas une espèce de reconfiguration des luttes qui est assez intéressant. En tout cas, un espace d'alliance potentielle qui, je trouve, est assez intéressant. Et le mouvement des retraites en est un, où justement la question du travail, elle est importante pour travailler moins pour polluer moins. Et aussi, on a un système des retraites que veut promouvoir le gouvernement, parce que c'est ça aussi qu'ils ont en tête, hein, essayer de promouvoir encore plus les régimes par capitalisation, entre autres. Et je rappelle que ces régimes de capitalisation sont beaucoup soutenus par des fonds d'investissement qui sont extrêmement climaticides. On n'en a pas parlé, mais tout ce capitalisme-là fossile a besoin d'énormément de capitaux.
pour continuer l'extractivisme. Et c'est souvent ces fonds-là, ces fonds de retraite, ces fonds de pension qui sont parmi les plus gros financeurs des projets fossiles, quoi. Du coup, ouais, cette question de le fait que la question climatique elle soit au cœur aujourd'hui enfin que les responsables ce sont la structure sociale un peu qui est inhérente au capitalisme et on doit s'en emparer dans nos luttes, c'est un peu le constat qui a amené à la création de l'offensive ici et notamment la raison pour laquelle aussi on prend part au mouvement des retraites et on appelle à participer au mouvement et à faire des assemblées générales après les manifestations justement pour amplifier ce rapport de force. Voilà, je vais rajouter des choses et aller plus loin. Non, c'est ce que j'ai commencé à présenter tout à l'heure, que nous, c'est vrai, on essaie de s'organiser avec de la démocratie directe, on essaie de reprendre un peu le pouvoir sur les décisions qui nous concernent, en fait, pour justement essayer d'enrayer un peu ce changement climatique et ces problématiques sociales. Donc ça va tout à fait dans le sens de ta conclusion, en tout cas, puisque c'est vraiment quelque chose qui est transversal, on prend en compte, on essaie vraiment de sortir de tout ce système qui développe plein d'oppressions, etc. On a vraiment une vision assez globale sur vraiment proposer un nouveau projet de société et donc on aimerait que ça se développe de plus en plus et voilà, on est assez en phase du coup avec les conclusions du livre, c'est ça qui est bien. Et nous non plus à l'offensive on n'a pas tranché sur les questions énergétiques, on sait que c'est des choses qui demandent de longs débats et on aimerait à terme organiser des assemblées populaires pour discuter de ces questions-là tous ensemble, ce serait, enfin en tout cas avec tous ceux qui le souhaitent, ça ce serait vraiment des choses intéressantes à faire, comme on fait pour les retraites à la suite des manifestations, quoi. Et d'ailleurs en parallèle de construire d'être présent dans ces mouvements un peu dans ces mouvements sociaux et dans le rapport de force, il y a aussi la volonté de créer une contre-société et d'agglomérer un peu toutes les initiatives qui existent déjà au sein d'une confédération. Donc, le but aussi final de l'offensive c'est de créer une confédération. Alors une confédération avec quelle valeur? On s'inspire par exemple de l'écologie sociale, entièrement de l'écologie sociale qui revendique une écologie qui soit respectable de son environnement et qui partage équitablement les ressources naturelles, mais aussi les richesses, donc par exemple sur le plan économique, des coopératives qui soient horizontales et qui fonctionnent aussi par la démocratie directe et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un peu plus le propos. Ouais, moi j'ai une question du coup, parce que tu as parlé plusieurs fois des social greenwashing, etc. Qu'est-ce que tu penses des sociétés à mission? Je pensais à Danone. Est-ce qu'elles ont vraiment un impact positif tangible ou est-ce que c'est vraiment du bullshit total ou, Tu dis quoi tu parlais de Danone, mais juste avant, j'ai pas entendu. Genre, tu sais, il y a un nouveau statut qui a été créé, je crois que c'était l'an dernier, les sociétés à mission. Ouais, je vois bien. Après, il y a plusieurs échelles, mais Danone, c'est vraiment multinational et je crois que c'est genre la première qui s'est déclarée comme ça. Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a quand même des effets positifs ou pas assez? Ou alors est-ce que c'est totalement bullshit? Moi je connais pas, je vois un peu le cas de Danone, après je me suis pas penché dessus, mais en tout cas, actuellement ces politiques-là, effectivement, c'est des pures politiques d'affichage. J'ai écrit il y a pas longtemps sur alors c'est un terme qui est nouveau, qu'on utilise beaucoup au Royaume-Uni, qui est le woke washing. Ça veut dire qu'on va avoir et ça se voit beaucoup dans les grands pétroliers, c'est plutôt là-dessus que je me suis penché, qui avaient des grandes politiques, on va dire, inclusives sur la question, on va dire, essayer d'embaucher des hauts cadres, soit racisés ou issus des communautés LGBT. Shell a une énorme politique sur la question trans. Il faut savoir que Shell, par exemple, finance une partie, certaines personnes, en tout cas certains groupes ou certaines communautés pour la Gay Pride à Amsterdam, par exemple. Donc il s'affiche énormément là-dessus. Total aussi, par exemple, a tout un programme de podcast féministe, par exemple. Donc ils affichent ça, j'essaie de retrouver d'autres exemples, mais Aramco aussi s'affiche aussi comme éminemment féministe en disant voilà, on embauche énormément de femmes aujourd'hui dans nos entreprises. Alors effectivement c'est des faits
t'es pas obligé de dire c'est forcément du bullshit parce que factuellement c'est vrai. Tu vois, Shell, dans ce cadre, c'est une des premières grandes entreprises à avoir embauché des individus trans dans leur CA. Effectivement, Total appuie des projets avec une dimension féministe, on va dire, etc. En tout cas, il y a un investissement là-dessus et il y a un vrai recrutement de personnes dans les entreprises. Après, voilà, encore le problème, c'est tout ce que je racontais. Ça veut dire quoi, Total qui va faire des podcasts féministes ou qui va s'afficher comme antiraciste quand en Ouganda, au Mozambique, en Afrique du Sud, il fait des projets qui vont justement détruire ou en tout cas saboter les communautés sur place. Ou quand on participe à une activité qui justement une activité qui va accélérer les dérèglements climatiques, dont on sait de plus en plus aujourd'hui que les premières personnes impactées sont les communautés les plus vulnérables, en tout cas les minorités les plus vulnérables. Donc il y a une sorte d'hypocrisie là-dessus. Donc ça marche au sein de la boîte, mais après c'est compliqué d'avoir. Ouais, tu peux embaucher des personnes dans ta boîte, mais quand tes activités de ta boîte sont proprement néfastes pour ces minorités-là, à partir du moment où oui, ça s'appelle tout simplement du social washing ou du greenwashing. Tu peux faire le parler avec le greenwashing, hein. Planter des arbres c'est bien, mais par rapport à l'activité c'est complètement ridicule et c'est plutôt une opération de communication. Donc pour ces questions-là plus sociales ou comme tu dis d'entreprise à mission, on est clairement plus dans de l'affichage, effectivement, de la communication entrepreneuriale qu'autre chose, quoi. Bonjour, je suis plus sûr de la formulation, mais il y avait un lien entre le de décès, je crois, de femmes qui étaient supérieures de 14 fois. Ouais, 14 fois, c'est l'ONU qui... Je ne sais plus ce que c'était la formulation exacte, mais c'est expliqué par quoi tout ça en fait? C'est comme par exemple. C'est plus des histoires de vulnérabilité. Alors déjà, les catastrophes, elles s'opèrent plutôt dans les pays du Sud, même si on est en train de s'apercevoir que c'est en train depuis 2-3 étés, on est en train de capter que ça vient dans les pays du Nord. Ça s'explique, je connais pas tout le rapport par cœur. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, ou de ce que j'ai lu, ou de ce que j'ai retenu, c'est juste des questions de vulnérabilité déjà des femmes par rapport aux hommes, où c'est par exemple des femmes qui vont rester au foyer, notamment dans les pays du Sud. Elles sont au foyer, elles doivent s'occuper des gamins, et en cas de catastrophe climatique, c'est beaucoup plus compliqué de devoir partir ou de devoir migrer dans la précipitation avec plusieurs enfants. C'est une histoire aussi d'autonomie économique aussi, tout simplement. Une femme, elle sera beaucoup moins autonome, beaucoup moins résiliente, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas résistante durant ces catastrophes-là. Quand je te parle de catastrophe climatique, c'est pas un ouragan forcément qui dévaste tout, on est en train de le voir par exemple actuellement au Pakistan, il y a eu les inondations là cet été, et c'est à partir où on commence, donc, il y a eu cette montée des eaux qui a été catastrophique, mais on est en train de voir maintenant justement tout un effet domino qui est en train de s'opérer, notamment en termes de soins, de montée en puissance du choléra, de la dysenterie, qui va toucher aussi les familles les plus vulnérables et les femmes en priorité. Donc c'est des conséquences, c'est un événement climatique extrême qui arrive d'un coup, mais les conséquences à long terme elles sont extrêmement gigantesques. Mais je parle des pays du Sud, tu vois exactement la même chose en France, hein, quand il y a des catastrophes ou quand il y a des pandémies, qu'on l'a vu dans le Covid aussi, c'est vraiment les minorités qui vont être les premières impactées, quoi. Donc, et automatiquement tu retrouves aussi les femmes qui vont être plus mises en avant. Ouais. T'as aussi le fait aussi, mais parce que c'est en train de me revenir, je suis en train de te parler, du coup je me renvoie dans... Il y a aussi toute la question, notamment dans les pays du Sud, que ça peut être, en tout cas dans certains pays du Sud, les femmes qui vont s'occuper de l'agriculture vivrière traditionnellement, et du coup c'est cette agriculture vivrière-là qui va être impactée par ces phénomènes climatiques, et du coup elles ont moins moins de moyens de se nourrir matériellement, d'avoir des conditions de survie matérielle, quoi. Mais ça date de 2000, c'est un rapport qui tourne pas mal, hein, cette histoire-là, de 14 fois plus risque de décès 14 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Tu disais, c'est hyper intéressant que les 3 plus grosses multinationales qui produisent le plus d'énergie, de gaz à effet de serre, c'est les entreprises qui sont faites publiques, ouais, qui appartiennent aux États. Et pourtant, le mouvement climat et ces organisations dominantes, Extinction Rebellion par exemple, etc., sont quand même très très frileux, en tout cas n'ont pas de stratégie de conquête du pouvoir. Ouais. Et du coup, comment t'expliques ça? Parce que là, il voit qu'il y a le pouvoir politique de ces pays-là, il est en mesure du jour au lendemain de révertir ces entreprises-là, vu qu'elles ne sont pas privées, quoi.
Bah, ça a été, ouais. Bon, c'est pas une organisation dominante, Extinction Rebellion, dans le mouvement climat, je pense, mais qui est peut-être dominante d'un point de vue culturel et encore, mais ça a été, en tout cas moi pour connaître un peu ce mouvement-là, mais rien que d'un point de vue journalistique, ça a été un gros débat après l'élection présidentielle. En fait. T'as vraiment eu le truc de, je pense, tout le mouvement climat, et même pour avoir parlé avec des franges beaucoup plus radicales, et même plus radicales qu'Extinction Rebellion, qui ont vraiment voté en masse pour Mélenchon. Enfin, déjà, il y a eu ce truc-là de c'est pas des gens qui ont voté Europe Écologie Les Verts, parce qu'ils savent très bien que c'était des gens qui n'avaient pas capté l'enjeu social et que justement en termes de planification écologique, en termes de déploiement des énergies renouvelables, de dimension sociale de la crise climatique, en tout cas selon leur discours, eux, ils avaient, en tout cas toutes ces franges-là militantes avaient très bien capté que la France Insoumise, en tout cas la candidature de Mélenchon, en tout cas, était beaucoup plus costaud physiquement, enfin intellectuellement parlant que Europe Écologie Les Verts. Donc il y a eu ça, mais sachant qu'il y a eu aussi en background tout un moment aussi de défaite politique qui sont les grandes marches pour le climat. C'est quand même des gens qui ont réussi à réunir à partir de 2018 des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue sans aucun rapport de force effectif par rapport au pouvoir. Donc c'est totalement en débat actuellement dans le mouvement climat de savoir qu'est-ce qu'on fait de la question de la prise de pouvoir. C'est beaucoup plus complexe que tu le dis. Il y a vraiment des gens, de ce que je vois en ce moment, c'est que il y a des gens qui ont intégré les appareils de parti. Et là, on l'a vu au sein de la NUPES avec plein de gens issus de la génération climat qui sont aujourd'hui députée. Je pense à Alma Dufour, qui était une ancienne des Amis de la Terre, qui est aujourd'hui députée en Seine-Maritime. Des gens comme Marie Pochon. Enfin, il y a plein de gens autour de cette constellation NUPES qui sont arrivés députés, qui peuvent être intéressantes parce qu'ils ont un ancrage au territoire et un ancrage militant qu'ils connaissent très bien, qui peuvent être intéressants en tant que députés. Et on voit d'autres... Enfin, ça se polarise. Il y a cette partie-là qui intègre les appareils de parti, et tu as une autre partie qui est en train de se radicaliser clairement, qui est aujourd'hui qui a beaucoup intégré, on va dire, toute la mouvance, on va dire, des soulèvements de la Terre, qui est un peu une espèce de prolongation de ce qui a été créé à Notre-Dame-des-Landes, quoi, où on a envie de faire des actions concrètes contre des méga projets, pas uniquement fossiles, il y a contre les méga bassines aussi. Et là, on voit aujourd'hui, moi je le vois, plein de militants qui étaient dans les orgas traditionnels, Greenpeace, Amis de la Terre, Alternativa, qui ont vu les limites de ça, les limites des grandes marches, où on n'arrive pas à créer ce rapport de force de là, et qui vont maintenant se mettre dans ces luttes-là beaucoup plus radicales, et où surtout on peut gagner. En fait, c'est intéressant dans ces luttes radicales-là, c'est que tu peux gagner facilement. Enfin, on l'a vu sur les méga bassines, c'était pas du tout il n'y a rien de moins sexy en termes politiquement parlant qu'une méga bassine d'eau. C'est quand même des gens qui ont réussi à en faire un sujet politique à part entière et en faire aussi un espace de rencontre, enfin un espace de croisement politique vachement intéressant avec des syndicalistes de la Confédération paysanne, des gens de la CGT, des anciens de Notre-Dame-des-Landes, enfin plein de gens assez différents autour de ça. Donc, mais on a un moment aujourd'hui on va dire, de stratégique, de discussion stratégique par rapport à ça. C'est depuis un an à peu près, il y a beaucoup de... Parce que gagner contre des méga projets, c'est bien, mais en même temps, tu ne gagnes pas en empilant des victoires. C'est pas ça qui te fait un rapport de force, qui te fait changer l'appareil d'État. Et en même temps, on connaît les 150 ans d'histoire du mouvement social et du mouvement ouvrier, c'est quoi les impasses aussi d'avoir aux mains le pouvoir, et on voit comment ça c'est aussi, c'est le drame de la gauche d'aujourd'hui en tout cas. Donc on est plutôt dans un truc stratégique. Il y a toute la question de la violence qui revient aussi en ce moment depuis quelques temps, de où est-ce qu'on met le curseur, et ça, pareil, le mouvement climat, pour moi je trouve, avec beaucoup moins d'épaisseur politique par rapport... c'est un mouvement quand même relativement jeune, ils ont moins l'épaisseur politique que le mouvement, on va dire, social, donc ils se réinterrogent beaucoup sur ces questions-là de violence légitime ou pas, monopole de la violence vis-à-vis de l'État. Ils sont en train de beaucoup travailler là-dessus. Mais ouais, voilà. Il y avait une question au fond. Merci. La question que tu poses sur Extinction Rebellion, elle m'interroge. C'est un mouvement démocratique, alors j'aurais pas vocation à parler en son nom, mais ça reste un mouvement de désobéissance civile. Et c'est vrai que la désobéissance civile, c'est une stratégie avec une escalade, une massification qui a vocation à donner un rapport de force
et pas forcément à prendre une forme de pouvoir. Mais après, ça s'interroge, il faut venir en discuter, tous ceux qui veulent venir discuter de ça avec Extinction Rebellion. Et après, moi, j'ai une question qui est liée à la réponse. Voilà, pour cette épaisseur politique, moi j'ai cru longtemps à la capacité d'un mouvement politique à prendre le pouvoir. J'y crois quand même beaucoup moins aujourd'hui. Dans l'histoire du XXe siècle en France, quels sont les rapports de lutte qui ont vraiment permis des changements significatifs? Alors quoi, on a 36, on a le CNR, on a un peu l'effet de mai 68, peut-être 80 début, allez, je fais couche, après là on commence à chichiter quoi. Donc c'est vrai que sur tout le XXe siècle, et après dans l'histoire mondiale de la gauche, elle n'est pas non plus très structurante, moi ça m'interroge beaucoup, donc est-ce qu'il y a une réelle stratégie de prise de pouvoir? Est-ce que le rapport de force s'exprime pas plus, au contraire, dans une désobéissance civile massive et radicalisée, peut-être? Est-ce qu'il ne faut pas créer des archipels en montrant une autre forme de vie et en militant à côté? Voilà, et après des mouvements, réinventer un mode de vie qui serait plus zoocratique que certains disent depuis longtemps, la tradition libertaire, etc. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui ça m'interroge. Andreas Mann, dans les présentations qu'il fait des mouvements de désobéissance civile, montre quand même qu'historiquement, il y a un appui plus violent, un appui moins violent, et que ça crée des rapports de force. Mais je ne sais pas si elle se joue dans les institutions. Moi je suis pas stratège, moi je suis journaliste, tu vois, je suis pas du tout. Moi je vais redonner des billes et tout pour faire réfléchir. Après ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, moi j'ai pas de solution, je suis pas formaté, ou je suis moins. Je rejoins Andreas Malm sur plein de trucs. Après, Malm il a aussi une obsession un peu léniniste, hein. C'est clairement affiché de prise du pouvoir, mais avec certaines limites aussi à mon avis. Moi je pense qu'il faut, de ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'il y a toujours deux ou trois jambes sur lesquelles il faut marcher. Il y a une jambe sur laquelle effectivement tu as comment créer un rapport de force au sein de l'appareil d'État ou au sein des institutions pour pouvoir gagner en tout cas du confort de vie matériel. C'est ce qu'on fait, c'est le propre du syndicalisme, c'est que tu bosses dans l'industrie pour avoir des conditions de travail beaucoup plus intéressantes. Et là aussi, il y a un vrai mouvement qui se passe en ce moment sur la question écologique en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup de salariés ou beaucoup de gens dans les boîtes ou dans leur lieu de production qui essayent de changer les choses aussi de l'intérieur, qui s'organisent aussi sous des formes syndicales ou en tout cas sous des formes collectives pour bouger les choses de l'intérieur. C'est ce que je racontais tout à l'heure sur Total, avec les raffineurs qui essayent de se rapproprier leur outil de production ou qui pensent à comment se leur approprier. On l'a vu pendant la pandémie aussi beaucoup, j'ai un peu bossé dessus sur les gens de l'industrie aéronautique. Ils se sont rendus compte pendant la pandémie, ils se sont rendus compte que tous les avions étaient posés au sol et que le monde continue à tourner, voire même à aller mieux. Et du coup, c'est des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de collections, notamment à Toulouse, où tu as tout cet écosystème-là, où tu as des gens qui se disent, tiens, en fait, on a des savoir-faire dans l'aviation pour faire des avions, mais ils se rendent compte que c'est aussi des savoir-faire qu'ils peuvent mettre en place pour construire des bus, pour construire des éoliennes, et qui peuvent mettre leur savoir-faire ouvrier sur autre chose. Donc, il y a ce truc-là, effectivement, au sein de l'industrie, enfin, au sein de l'appareil d'État, enfin, au sein des industries, des lieux de production ou au sein des partis aussi, c'est ce que je racontais, tu peux changer les choses de l'intérieur. Tu as aussi, comme tu dis un peu, cette tradition, on va dire beaucoup plus libertaire aussi, d'expérimentation sociale. Et je pense que ça, c'était très rapidement aux racines du mouvement écolo, qui est d'ailleurs lié au mouvement libertaire. Les premiers en dehors libertaires au début du XXe siècle, c'est les premiers, ils appelaient ça les colonies, c'est un mauvais mot, mais les premières colonies libertaires, c'était les premiers espaces d'expérimentation. Même d'ailleurs, toute la mouvance végane, elle est beaucoup liée à ces lieux libertaires-là. Mais on a besoin toujours d'expérimentation sociale, mais je pense on a quand même assez les outils par rapport à ça. Enfin, je veux dire, même la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un super espace d'expérimentation sociale là-dessus. On sait construire on sait faire de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire. Je pense qu'on a assez d'archipels comme ça qui nous le montrent. Après, moi, je pense qu'on pêche sur un peu le troisième penchant, la troisième jambe dont on a besoin, c'est la question de l'imaginaire. Je pense c'est encore quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Le mouvement social a été irrigué par un imaginaire ultra puissant, l'imaginaire marxiste, d'émancipation, d'égalité, avec après il y a eu l'URSS et après on a beaucoup déchanté, mais en tout cas il y avait quand même
un imaginaire dingo qui fait que, enfin, toutes les histoires de la résistance, en tout cas durant la Seconde Guerre mondiale, voilà, il faut quand même avoir un imaginaire ultra puissant pour pouvoir se dire je suis prêt à donner ma vie pour cet imaginaire-là. Je pense qu'on est dans cette question-là climatique, on manque encore d'un avenir, à esquisser un avenir beaucoup plus désirable dans le sens, pas pour se buter, hein, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas un imaginaire qui nous transporte ou un point de convergence dans lequel on y est, quoi. Enfin, on pourrait se transposer, donc c'est quelque chose encore à travailler. Ça se travaille de façon plein différente, hein. Il y a toute la littérature qui bosse, qui travaille beaucoup là-dessus. Je parlais d'Alexandre Monin sur ces histoires de communs négatifs. Je pense que c'est un super outil aussi pour faire de l'imaginaire. Lui il parle, c'est ce que je vous disais, donc des communs négatifs. Lui il dit qu'il y a toute une écologie de la fermeture à créer. C'est-à-dire comment on fait, c'est quoi le deuil social qu'on fait par exemple d'une centrale à charbon ou d'une centrale nucléaire, et comment, je pense que c'est déjà un autre imaginaire de voir ces infrastructures fossiles en disant comment on va les démanteler, comment on va se les approprier, et qu'est-ce qu'on va faire de ça. C'est un imaginaire assez marrant. Lui, il bosse sur, par exemple, toutes les stations de ski, les grosses stations de ski industrielles dégueulasses, c'est de la Clusaz et tout, qui sont en train de crever parce qu'il n'y a plus de neige. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces lieux-là, en fait. Et ça, je pense, tu peux avoir un imaginaire assez... enfin, tu peux déployer un truc assez marrant par rapport à ça. Un des trucs, c'est vraiment anecdotique que je dis, mais pour illustrer le propos, je sais pas si vous avez vu, c'était au JO de Pékin l'an dernier, il y avait une fameuse piste on va dire, de ski là, ou de saut qui était fait dans une centrale à charbon, et ça faisait vraiment un truc complètement... Alors c'est un truc dégueulasse, c'est les JO, c'est une piste de glace et tout, c'est dégueulasse, mais en termes d'imaginaire, tu te dis tiens, il y a un truc un peu synonyme on va dire, de sport, de loisir ou d'éclate qui se fait dans un paysage apocalyptique dégueulasse qui est une centrale au charbon. Tu dis tiens, on peut se rapproprier celui-là. En tout cas, il y a aussi l'imaginaire. Moi, j'avais un peu traîné dans les milieux free, etc. C'est que tout l'imaginaire autour des vieux hangars, comment s'appellent des lieux festifs aussi, les rapproprier. On peut aussi piocher dans ces imaginaires-là par rapport à ça. Mais c'est des petites pistes, hein, c'est anecdotique ce que je raconte. Mais... Et du coup, tu parles d'imaginaire, mais effectivement, je pense que c'est des choses qu'on doit mettre en commun et dont on doit discuter dès à présent face à l'urgence sociale et climatique. Et il y a déjà un objectif commun, là, c'est de créer le rapport de force face à ce système capitaliste là, qui exploite sur tous les pans de la société. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pour ça que ici à l'Offensive on propose de venir régulièrement déjà pour travailler sur ces différentes luttes et avoir des débats communs et reprendre du territoire déjà à l'échelle locale. Donc, et du coup on parlait de stratégie, pour le coup on est vraiment, enfin, on n'a pas une seule stratégie, on est ouvert vraiment sur la diversité tactique et reprendre aussi le pouvoir par là typiquement les élections municipales à venir. C'est une des stratégies qu'on n'isole pas du tout, au contraire. Et ça passe par là pour nous, c'est voilà, reprendre du territoire, multiplier les initiatives, se structurer ensemble avec un mot d'ordre commun et essayer d'avancer face à cette structure sociale dominante. Et ensuite justement créer ce monde imaginaire, le mettre en application dans des locaux comme ici et à l'échelle locale puis nationale, et se développer. Un test. En tout cas, pour ajouter, pour rebondir à la discussion, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, on va dire, à la fois écologiste, à la fois, il y a toujours le péril fasciste aussi, il y a quand même un truc qu'on oublie à gauche. Moi, je trouve ça hallucinant que ça reste pas un des gros points, ou en tout cas le point cardinal actuel des mouvements d'émancipation, de se dire il y a cette menace-là fasciste. Et l'urgence sociale, effectivement, voilà l'attaque extrêmement violente qu'on voit là avec la réforme des retraites. C'est le fameux slogan, on peut plus se permettre on n'a plus le temps d'être pessimiste, et je pense qu'aujourd'hui, il faut en tout cas d'un point de vue stratégique, on doit vraiment appuyer sur tous les leviers, en fait. Il n'y a vraiment plus de question de... Et ça, à la gauche, en tout cas les franges radicales de la gauche, on a été spécialistes de ça, de s'enferrer dans des discussions qui tenaient même de l'ordre de la morale des fois. Là, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est à tous les niveaux, et la menace, elle est tellement à tel niveau qu'il faut, ne serait-ce qu'expérimenter, mais en tout cas une espèce d'offensive multi-stratégique à avoir aujourd'hui.
Et l'air de rien, il y a aussi des exemples, je reste bloqué sur la Z de Notre-Dame-de-Landes, je suis désolé, mais des exemples que vous a pris cette lutte qui a été victorieuse, ça a été aussi la multiplicité des pratiques de lutte. On l'a vu qu'il y a eu le front juridique, un front d'action directe, un front, on va dire, expérimentation sociale, et tout ça, cette convergence-là a fait, en tout cas à une micro-échelle, qu'on a réussi, que cette lutte-là a été victorieuse. Donc, en tout cas, on peut plus se permettre de prendre du temps et d'avoir des longues discussions stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement appuyer tous les leviers qui soient on va dire, électorales au sein de la forme parti, au sein des formes auto-organisationnelles, à travers la rue, à travers le syndicalisme, à travers ces différentes pratiques-là. Mais c'était que mon point de vue. Merci.